cherchons Monsieur Anthony Fulmer. Vous êtes attendu? Oui, nous avons rendez-vous. Chambre 308. Où se trouve-t-elle? 3e étage. Merci. Lorsqu'il a appelé, il a juste dit qu'il logeait dans cet hôtel et qu'il voulait me parler. C'est tout? C'est tout. Vous avez eu de la chance, moi je n'ai pas pu en tirer autant de lui. On aurait dit qu'il économisait ses mots. Parce que dès là, téléphoné, personne n'a répondu. Il était peut-être sorti pour s'acheter de quoi manger. Oui, peut-être. On force la serrure. Oui. Inutile. Monsieur Fulmer? J'appelle une ambulance. C'est trop tard. Appelez la morgue. Quatre mois plus tard... À présent, j'ai l'immense honneur d'ouvrir la première session de cette conférence en vous présentant 4 des plus grandes étoiles qui brillent au firmament de la littérature policière et du suspense. Tout d'abord, je vais vous présenter la créatrice de la fameuse détective Edwina Crutchfield, la brillante Martha Robertson. Je connais Martha depuis des années. Ne trouvez pas ses livres merveilleux? Non... Et maintenant, celui qui a fait connaître dans toutes les familles le nom de Cruz Suarez, le premier écrivain à avoir créé le personnage d'un détective latin devenu très populaire, j'ai nommé Monsieur Michael Garcia. Lui, il est excellent. Non, il est trop violent. Tout le monde connaît cet ancien policier à qui le succès a souri avec son Hamilton Chandler, le seul et unique Max Mulgrew. J'ai déjà lu tous ces bouquins. Pas moi. Vous êtes une femme. Elle est la première à avoir mis de l'exotisme pour agrémenter ses nouvelles policières. Mademoiselle Rita Sue Bliss. Ce qu'elle écrit frise la pornographie. Comment le savez-vous? Comme vous le savez, le sujet auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui est le crime dans la réalité, dont l'exemple est l'actuel best-seller « Le crime passionnel ». Dans ce sens. Le crime passionnel basé sur les faits réels du procès de l'affaire Blaisdell. C'est avec un grand plaisir que j'accueille l'homme à qui nous remettons ce soir notre prix Wilkie pour l'ensemble de son œuvre. J'ai nommé l'auteur de Crime passionnel, Monsieur Bradley Thompson. Merci Jason, et merci à vous tous. Avant de répondre à vos questions, je souhaiterais vous faire part des difficultés que j'ai éprouvées à transférer la réalité de ce crime dans les pages de mon livre. Il était naturellement hors de question de faire ce que j'oserais appeler une studieuse transcription du procès. Et d'un autre côté, je devais parler de la vérité. En fait, la première obligation de l'auteur est de coller le plus possible aux faits qui se sont produits dans cette affaire. Je rêve, c'est pas vrai. Vous avez un problème, monsieur? Monsieur Malansky, c'est ça? Je vous en prie, allez-y, continuez. Monsieur Malansky, si vous avez quelques objections à formuler, il serait intéressant de les entendre. Je crains que ce ne soit ni le lieu ni le moment. Vous avez lu mon livre, monsieur Malansky? À mon grand regret. Cela ne me surprend pas dans la mesure où votre employeur a su convaincre le jury que sa cliente, Angela Blaisdell, était innocente de ces 2 meurtres. Parce qu'elle était innocente. C'est écrit dans mon livre. Vous avez écrit autre chose. Encore une chance, sinon il ne se serait jamais vendu à 200 000 exemplaires le premier mois. Et maintenant, dites-nous, à quoi vous pensez? Très bien. Vous venez de parler de la responsabilité de l'auteur vis-à-vis de la vérité. Vous auriez dû mettre cela en pratique.
Vous n'avez pas aimé mon livre, monsieur Malansky. C'est le moins que je puisse dire. C'est un peu dur. Non, pas du tout. Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Je n'avais pas réalisé que nous étions en pleine salle d'audience. Angela Blaisdell était accusée du meurtre de son époux, Jack, et de sa maîtresse, Hélène Fulmer. Maître Mason a réussi à prouver que 3 autres personnes au moins avaient un mobile et la possibilité de tuer les victimes aussi bien qu'Angela Blaisdell. La base de la défense de Maître Mason était qu'il y avait un doute suffisant sur la culpabilité d'Angela Blaisdell. C'est ce qui est écrit dans mon livre. Dans votre livre, Monsieur Thompson, vous n'avez laissé aucun doute que le tueur fut Anthony Fulmer, l'époux de Madame Fulmer. Un auteur peut toujours formuler sa pensée de la manière qu'il l'entend. Dans ce cas, quelle est votre opinion à propos de la disparition, du suicide de Monsieur Fulmer? Vous semblez oublier, Madame Street, que c'est avant tout Maître Mason qui, à l'origine, a émis la possibilité de la culpabilité de Fulmer. Il a été établi qu'une personne autre qu'Angela Blaisdell avait pu commettre ces crimes. C'est exact, Maître Mason n'a jamais accusé Fulmer, mais vous si. Vous l'avez jugé et condamné dans votre livre. Vous avez déjà entendu parler de licence artistique, Monsieur Malansky? Avez-vous déjà entendu parler de responsabilité morale ou professionnelle, Monsieur Thompson? Mais je crois que nous nous égarons un peu du sujet qui nous intéresse. Je croyais que nous allions parler de l'œuvre en général de Brad. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais si nous étions devant Monsieur le juge, je demanderais un verdict de culpabilité. Bonne idée, si nous votions. Alors, qui est pour la culpabilité de l'accusé? Ah. On sourit. Dites-moi, est-ce qu'on vous a présenté à tout le monde ici? Non, pas encore, mais nous avons tout le temps. Mais dans une réception, tout le monde doit connaître tout le monde. Ah, Rebecca. Je vous présente Della Street et Monsieur Kenneth Malansky. Rebecca Austin. Madame Austin? Madame Street, Monsieur Malansky. Êtes-vous également auteur, Madame Austin? J'essaie de l'être. Ah. Je travaille avec Monsieur Thompson. Je sais que ce qui s'est passé tout à l'heure a dû vous paraître un peu difficile à écouter, Nous sommes mais... tous plus ou moins concernés par certains sujets, Monsieur Malansky. Mais cela ne vous autorise pas à avoir recours à ce genre d'attaque, si vous voulez bien m'excuser. Elle ne nous porte pas dans son cœur. Della, Oh, Martha! je sais que ce ne sera pas très facile, mais il faut absolument que nous déjeunions ensemble. Oh, mais ce sera avec joie. Oh, pardon, Ken. Voici Martha Robertson, ma très chère amie, Ken Malansky. Ravi de faire votre connaissance. Je tiens à vous féliciter pour votre intervention. Je n'avais pas pris autant de plaisir depuis des années. J'en conclus que vous n'êtes pas une admiratrice de ce monsieur. Avec certaines personnes, il est nécessaire de les connaître pour les aimer. Mais en ce qui concerne Brad, il faut avoir été marié avec lui pour le haïr. Vous avez été marié avec Brad Thompson? Oui, et là, j'ai tenu 7 ans, 46 jours et 3 heures. Ah oui. Ah bien. Je préfère encore être un homme fini qu'un voleur comme toi. Max, t'as-t-on déjà dit que tu n'étais qu'un enquiquineur? Tu n'es qu'un gratte-papier sans talent. Très cher, c'est la première fois que je te vois vider ton verre de cette façon. Ah oui, mais cette fois c'est trop. Non, arrête, laisse tomber. Max, calme-toi, allons. Ah, ça va. Merci, Mike. J'aurais dû le laisser te mettre en petits morceaux. Est-ce que ça va? Bon, j'ai jamais beaucoup apprécié le goût du scotch. Je vais te chercher une serviette. Et un autre margarita, s'il te plaît, chérie. Je ris de plus en plus aujourd'hui. Servez-moi un autre verre, joli garçon. Pas très élégant, Max, mais toujours efficace. Excusez-moi. Je dois féliciter Max pour son action d'éclat. J'adore votre style et votre précision. Servez-moi un double. Il y a un sourire pour le petit oiseau. Je vais aller me refaire une beauté. Vous êtes déjà très bien. À plus tard. D'accord. Bradley, chérie, je tiens à te dire que j'ai trouvé que tu t'en étais sorti avec une très grande classe.
Si un mec s'amusait à me jeter son verre en pleine figure, il risquerait de finir en nuque. C'est bien une des plus jolies choses que tu m'aies dites depuis des années. C'est la seule chose que je t'ai dite depuis des années. Excusez-moi, j'ai oublié mon sac. Oh. Oh. Quelle télacité de la crème anti-rides. Les gens disent de telles insanités sur toi, mon pauvre. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Tout va bien ici? Bien sûr, je suis entouré par tous mes meilleurs amis. Qu'y a-t-il de plus plaisant? Allons ailleurs. Je crois que la fête est réussie. Et comme vous le savez tous, notre prix Wilkie, qui récompense toute l'œuvre d'un écrivain, porte le nom du célèbre auteur de nouvelles du 19e siècle, Wilkie Collins, le précurseur des nouvelles policières d'aujourd'hui. Ceci étant, qu'y a-t-il de plus approprié que de remettre le prix de cette année à l'homme aux multiples talents, à celui, j'ose le dire, qui a réinventé la forme? Aucun autre n'a créé plus de détectives privés et de meneurs d'enquête et n'a écrit dans des styles aussi différents, mais toujours avec autant de réussite. C'est avec plaisir que je remets ce soir cette récompense à Monsieur Bradley Thompson. Merci, Jason. Ainsi qu'à vous tous ici présents. Jason a parlé de ma, je le cite, de ma diversité. Je voudrais dire que j'aurais sombré dans un profond ennui si je m'étais tenu à un seul personnage principal au long de ma carrière. Je crois que la seule chose qui m'est aidé est de ne jamais écrire, malgré la longue... Y a-t-il un docteur dans la salle? Désolé, je ne peux rien faire. Je comprends très bien que vous n'appréciez pas d'être encore là à une heure aussi tardive, mais c'est une affaire qui s'avère importante. Contrairement à ce que vous pouvez croire, M. Thompson n'est pas mort des suites d'une attaque, ni, il faut l'admettre, d'une autre cause naturelle. M. Thompson est mort des suites d'un empoisonnement. En êtes-vous certain? Madame, le rapport du médecin légiste que je viens de recevoir dit que M. Thompson a ingéré assez de poison du glogo-benzoate capable de tuer tout un troupeau de chevaux. Inspecteur, quelque chose me dit que vous ne nous avez pas rassemblés ici pour nous raconter des sornettes. Monsieur est très perspicace. Voyez-vous, d'après le légiste, le poison a été administré à la victime aujourd'hui, et pour être tout à fait exact, en fin d'après-midi, entre 16h30 et 18h. Et après examen du corps, le légiste précise que le poison était contenu dans une boisson à base de tequila, probablement un margarita. Avec un peu de chance, il s'est peut-être empoisonné tout seul. C'est possible. Nous avons découvert que la chambre de M. Thompson avait été fouillée après son décès. Donc, il n'a pas pu le faire. Inspecteur, avec tout le respect que je vous dois, dites-nous pourquoi nous sommes tous rassemblés ici et à quoi nous servent ces informations. À première vue, cela me paraît évident, non? Si vous m'avez bien écouté, j'ai dit que M. Thompson a été empoisonné par un produit contenu dans une boisson à l'heure où vous étiez tous à la réception. Donc, avec tout le respect que je vous dois, cela fait de chacun de vous
Un suspect en puissance. Oh, mais je suis sûr que vous ne pensez pas ce que vous venez de dire. Mais si, monsieur. Monsieur Tweed, dites-vous que j'ai la réputation de ne jamais dire des choses que je ne pense pas. Et je pense que l'un d'entre vous a tué Bradley Thompson. Et je vous demande de rester en ville jusqu'à ce que je découvre lequel d'entre vous l'a tué. Maître Mason, est-ce que vous avez demandé à Monsieur Malansky d'attaquer Monsieur Thompson? Brad Thompson a attaqué le premier. Allez-vous défendre Madame Street et Monsieur Malansky? Ont-ils été arrêtés? Ils font partie de la liste des suspects. Eh bien, s'ils ont besoin de mes services, je suis disponible. Merci, ce sera tout. Maître Mason... Je n'ai rien d'autre à dire. Pensez-vous qu'il soit possible que vos collaborateurs soient les assassins? Sans commentaire. Maître Mason, encore une question. Ce qui est frustrant dans cette affaire, c'est que nous devions être sur place quand le meurtre a été commis. Et je n'ai aucune idée de l'assassin, alors que je devrais. Et vous n'étiez que 9 à la réception. Y compris le barman. La police est sérieuse quand elle vous considère comme des suspects. Vous avez entendu parler de notre débat. Le monde entier est au courant. Je l'ai déjà dit une dizaine de fois. Je bossais à Chicago dans un bar chez Danny, vous connaissez? Non. C'est un bar-restaurant dans le Nord. Mais il y a 1 mois et demi, je me suis fait agresser par 2 gosses. C'était la 3e fois en 6 mois. Alors j'ai décidé d'arrêter les frais et de me tirer de Chicago. J'avais besoin de changer d'air. Et vous avez atterri ici? Oui. Et je me retrouve mêlé à une affaire de meurtre, la guigne. Ça vient peut-être de moi, ou du travail, quel que soit le lieu géographique. Lors du cocktail, avez-vous noté quelque chose d'anormal? Non. J'ai déjà eu cette question. Je me suis repassé toute la réception dans ma tête. Je pensais bien qu'on me poserait la question. Est-il possible qu'il y ait un petit détail que vous n'ayez pas noté sur l'instant? Non. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que personne ne paraissait vraiment rigoler et s'amuser. Vous y compris. Soyons sérieux. N'avez-vous vu personne mettre quelque chose dans le verre de Thompson? Non. Non, ça je crois que je m'en serais souvenu. Et que sont devenus les verres et les bouteilles servis au cocktail? C'est la police qui les a. Et ils n'ont rien trouvé du tout dans les bouteilles. Sinon, à l'heure qu'il est, ils seraient déjà venus me chercher. Garçon, la même chose. Merci de votre patience. C'est pas de quoi. Et la carrière de Max Mulgrew stagne depuis 5 ou 10 ans. Il n'a pas écrit une ligne depuis 85. Tu as suivi la carrière de ce monsieur? Non, mais c'est une personnalité médiatique. Il donne des conférences, fait de la publicité. Perry? Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Martha Robertson veut te voir immédiatement. Pourquoi Martha Robertson est arrêtée? Je vais vous dire pourquoi, Mason. Nous avons trouvé ceci caché dans sa chambre d'hôtel. Et d'après le labo, c'est le même poison que celui qui a tué Thompson. Nous avons aussi trouvé des traces de poison dans le sac de Martha Robertson. Nous avons un verre contenant des résidus du poison. Et pour rendre la chose encore plus intéressante, une des secrétaires de notre service nous a appris que Madame Martha Robertson avait utilisé ce poison, du glogobenzoate, dans un de ses bouquins. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? En dehors du fait qu'elle voulait vous voir, rien du tout. Je souhaiterais vivement pouvoir lui parler. Dans un avenir proche à votre convenance. Quand vous voudrez. Maître Mason, avant que vous ne preniez cette affaire délicate, j'aimerais vous prévenir de quelque chose. Notre labo a relevé 3 différentes empreintes sur le verre qui nous intéresse. Celle du barman, de la victime et de Martha Robertson. Maître Mason, je n'ai pas tué Thompson. Aidez-moi à le prouver. Vous êtes le meilleur d'après ce qu'on dit. C'est ce que pense Della, en tout cas.
J'aimerais avoir de plus amples informations. C'est-à-dire? Le poison trouvé dans votre chambre et votre sac à main. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas comment il est arrivé dans ma chambre, ni qui l'a mis dans mon sac. Mais dans un de vos livres, vous avez pourtant parlé de ce poison pour un meurtre. Maître Mason, dans toutes mes histoires, je me sers du poison, de toutes sortes de poisons. Ça me semble plus propre que de trouer les abdomens. Mais je tiens toutes ces informations de mes recherches. Je serais tout à fait incapable d'obtenir du poison moi-même, même si je le voulais. Parlez-moi des empreintes trouvées sur le verre. L'explication la plus logique que j'ai trouvée, c'est lorsque j'ai voulu partir. J'ai renversé le contenu de mon sac et quand je me suis baissée pour tout ramasser, j'ai buté contre la table. Et j'ai retenu le verre de Brad qui allait se renverser. Je n'ai pas d'autre explication. Vous ne vous êtes pas caché pour dire que vous n'aimiez pas Thompson. Della non plus. Ni Monsieur Malansky. Le poison n'a pas été trouvé dans leur chambre. Maître Mason, je ne suis pas le genre de personne qui s'effraie facilement, mais je suis morte de trouille. Voyez-vous, j'avais, je crois, un bon mobile pour assassiner Brad. Nous avons été mariés pendant 7 ans. 46 jours et 3 heures, je sais. Monsieur Malansky a une excellente mémoire. Un gin tonic et je commence à raconter ma vie. Toujours est-il que durant notre mariage, c'est moi qui ai écrit les premiers livres que Brad a fait publier. Il m'avait convaincu que c'était mieux qu'il paraisse sous son nom. Finalement, après de nombreuses, ce qu'il appelait chamailleries de ma part, il a été d'accord pour co-signer les bouquins, avant de se rétracter. Et tout s'est terminé par notre divorce. Comme je n'étais pas à la Société des auteurs, je n'avais aucun droit sur des œuvres que j'avais en réalité écrites, alors que le cinéma avait acheté 2 de mes livres. Vous voyez que j'avais toutes les raisons de haïr cet homme. Mais je vous jure que je ne l'ai pas tué. Maître, aidez-moi. Très bien, Madame Robertson. Mais je vous avertis, ce ne sera pas une partie facile. Très bien. Il faut voir les choses du bon côté. Si je suis inculpée, Della et M. Malansky ne seront plus sur la liste des suspects. À quelle heure est ton prochain rendez-vous? Oh, Michael, tu es complètement ridicule. C'est moi qui suis ridicule? Tu passes tes journées à te balader à moitié à poil en faisant du charme à tout ce qui porte un pantalon. Tu devrais te mettre un panneau avec ton numéro de chambre. À ta place, je ne recommencerai jamais ça. Bonjour, je ne voudrais pas vous déranger. Maître Mason? Est-ce que vous pourriez m'accorder une minute, Madame Bliss? Mais avec grand plaisir, Maître Mason. Martha Robertson a été arrêtée pour le meurtre de Thompson et... C'est vous qui allez assurer sa défense? Bien, Dieu soit loué pour ça. Je voulais savoir si vous aviez remarqué quelque chose à la réception qui puisse aider sa défense. J'ai peur de ne pas comprendre. Lorsque son sac s'est renversé, aurait-elle eu la possibilité, le temps, d'avoir mis le poison dans le verre de Thompson? Je ne pense pas, vous êtes d'un grand secours. J'ai des Martha à ramasser ses affaires éparpillées sur le sol et je n'ai pas regardé ce qui se passait autour de nous. Je sais que vous et Brad Thompson avez été assez proches à une époque. Je suis sortie avec lui quelque temps, mais ça n'a pas duré. Il y a 5 ans? Oui. À l'époque, je voulais devenir écrivain.
Et Bradley a suggéré que nous collaborions ensemble. Je vous laisse imaginer. L'occasion était beaucoup trop belle pour une débutante. J'ai sauté dessus et à l'arrivée, c'est moi qui ai écrit le livre. Mais il a refusé de le faire éditer, si je ne m'abuse. Oui. Il a dit qu'il était trop cochon. J'ai essayé d'expliquer à Brad que le sexe faisait vendre, mais il a refusé d'écouter. Alors, nous en sommes restés là. Fin de la romance. Je vous garantis que pour un homme qui n'avait aucun complexe pour voler le travail des autres, il avait une drôle de moralité. Mais là, il ne vous a rien volé. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle de crime passionnel. Vous savez, le livre que M. Malansky a adoré. C'est vous qui l'aviez écrit? Oh non, 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 mais j'étais sur le point de le faire. Tous les jours, j'ai assisté au procès. J'ai interrogé presque tout le monde. J'ai écrit à ne plus pouvoir, à ce point que j'en ai eu les doigts enflés. Au bout du compte, j'ai commis une petite erreur en envoyant copie de mes recherches à mon éditeur de l'époque. Qui se trouvait être le même éditeur que celui de Brad Thompson, c'est bien ça? Et qui a eu l'excellente idée de les donner à Brad. Et avant même que je finisse mon bouquin, Crime passionnel était devenu un best-seller. Pourquoi n'avez-vous pas engagé une action en justice? Oh, parce que mon avocat a dit que l'affaire Blaisdell était du domaine public et qu'un procès me coûterait plus d'argent qu'autre chose. Le mieux était que je me trouve une autre maison d'édition. De toute façon, ça n'est pas dramatique. Je viens tout juste de passer la quarantaine. Je suis reconnue. J'ai un homme qui me convient. Je dirais que j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que avoir tout ne veut pas dire avoir une famille? Je commencerai à considérer la chose si je rencontre un homme que je n'intimide pas. Pourquoi cette question, maître Mason? Vous posez votre candidature? Vous le ferez savoir. Je meurs d'impatience. C'est tout simplement effroyable. Le fait d'annuler la conférence implique que nous remboursions tout le monde. Mais le directeur de l'hôtel insiste pour que nous réglions les chambres. Et ce qui est pire encore, c'est que le meurtre risque de détruire totalement notre réputation. Je doute qu'il y ait une autre conférence. Vous savez, la semaine a été mauvaise pour Thompson aussi. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme je suis malheureux de ce qui s'est passé. Ah, je croyais faire quelque chose de grandiose en invitant tout ce beau monde. Et voilà que je suis peut-être même indirectement responsable de cette horreur. Vous pouvez me croire, M. Tweed, le tueur de Brad Thompson n'avait besoin d'aucune invitation. Oh, c'est très gentil à vous de dire cela, maître Mason. Mais je ne vous ennuie pas plus longtemps. Oh, Madame Street. Monsieur Tweed. Est-ce que tu crois que c'est lui? C'est vrai, à sa façon de vous regarder, on a l'impression qu'il a toujours quelque chose à se reprocher. Je ne crois pas que ce soit lui, non? Je sais, je retourne voir le barman pour qu'il me dise que tout le monde a bu. Et en quelle quantité? J'y vais. Oh, ce sont de petites informations supplémentaires sur notre groupe de suspects. Ils sont tous très folkloriques, y compris Martha, à mon très grand regret. Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que c'est une des raisons qui fait que vous êtes toutes les deux amies, votre côté folklorique. Tu vas lire ceci. Merci. Non, Brad n'a jamais volé personne. Ceux qui disent le contraire sont simplement jaloux de sa réussite. Depuis quand le connaissiez-vous? Depuis 2 ans. J'étais étudiante en littérature et il donnait des cours dans ma classe. Et puis, un jour, je lui ai fait lire une partie des textes que j'avais publiés dans une obscure revue littéraire. Je crois que cela a dû lui plaire parce que il m'a prise avec lui pour m'enseigner l'art de l'écriture et pour devenir son assistante. Et vous avez accepté? Naturellement. J'ai beaucoup travaillé sur Crime passionnel la première année. Vous voulez dire que vous l'avez écrit? Non. Mais il avait déjà tout le matériel nécessaire pour l'écrire. Oui, mais... C'est vous qui avez mis ces notes dans un ordre chronologique. Oui, mais ça ne veut pas dire Ça veut dire que c'est vous qui avez écrit le bouquin. Mais c'est lui qui avait fait toutes les recherches. Et ça ne vous a pas dérangé que vous ayez écrit ce livre et qu'il en ait tiré toute la gloire et les droits d'auteur? Non. Mais bien sûr que non.
De toute façon, il m'avait promis que le prochain serait édité sous nos 2 noms. Et il aurait tenu parole. Je sais qu'il l'aurait fait. Et dites-moi, Rebecca, Crime passionnel a été mis en vente il y a 6 mois environ, ce qui veut dire qu'il a été déposé chez un imprimeur au minimum 6 mois avant sa sortie. Qu'a fait M. Thompson durant cette année? Il a écrit son autobiographie. Avec votre aide. Non. Non, il n'avait pas besoin de moi. Je n'y ai jamais participé. Madame Austin, où est les manuscrits de cette autobiographie? Dans ma chambre. Brad pensait qu'il y serait plus en sécurité. Ah, oh, écoute, tu m'as fait peur. Chacun son tour. Croyez-vous que je puisse lire le manuscrit de Brad? Il se peut que j'y trouve des éléments qui aideraient Martha. Et c'est-à-dire que Brad avait un agent littéraire qui a déjà demandé le texte. Et je pense qu'il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre passe avant lui. Perry. Et qui est donc cet agent littéraire? C'est moi. Ah, excusez-moi. Perry, l'éditeur de Martha a payé sa caution, mais avant de l'avoir, tu ferais bien de lire ceci. Tu l'as lu, alors? Mais je... Vous cherchez Chris? Il est parti avec ses valises il y a 2 heures. Parti? Pour où? Il a reçu une meilleure offre dans un autre hôtel. Moi, je lui ai dit qu'il était cinglé. Dans un autre métier, un barman de nuit double sa paye. Vous a-t-il dit quel hôtel? Savez-vous d'où il vient? Du Middle West, je pense. Chicago? C'est possible. Mais c'était un supporter des Cards. Il me parlait souvent du Bush Stadium. Bon, merci. Y a pas de quoi. Oui, c'est vrai, j'ai menacé de le tuer. Ça ne vous ennuie pas que j'enregistre? Vous avez menacé de tuer Brad devant des témoins, des avocats. Laissez-moi vous expliquer. Au moment de notre divorce, cela remonte à 18 ans, Brad et moi étions d'accord pour garder une petite propriété que nous avions acquise en commun. Pour autant que je sache, ce n'était qu'un morceau de désert. Et excepté le paiement des impôts, je n'y accordais aucun intérêt. Jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, Brad me contacte et me dise qu'il voulait faire don de ce terrain à une association qui voulait en faire une réserve. Vous avez signé un accord pour le don de votre part. Et c'est par hasard, 2 semaines plus tard, que j'ai appris qu'il avait vendu et non pas donné la propriété à une société immobilière qui voulait construire un complexe commercial. J'ai engagé un avocat et nous nous sommes réunis et j'ai peur d'avoir perdu mon sang-froid. J'ai dit quelque chose à Brad comme quoi il était une race en voie d'extinction et que j'allais faire en sorte qu'il disparaisse à jamais de la terre. Je sais que j'aurais mieux fait de me taire. En effet. Y a-t-il autre chose que vous ne m'ayez pas dit? Non, rien. Je vous jure que j'ai tout dit. Le poison qu'on a retrouvé dans votre chambre, quelqu'un aurait-il pu le placer avant la réception? Je ne sais pas du tout. Laissez-moi réfléchir. Nous étions en bas, puis j'ai quitté le cocktail pour monter dans ma chambre. Le reste de l'après-midi, je l'ai passé à écrire quelques pages de mon dernier bouquin. Entre-temps, j'ai... 1 minute. Vers 5 heures, j'ai téléphoné pour qu'on me monte une bouteille d'eau. Mais quand on me l'a apportée, j'étais sous la douche. Une personne a crié « service d'étage ». J'ai dit déposer la bouteille sur la table et lorsque je suis sortie, elle était bien là. Sur la table, tout près de mon sac. Service d'étage, nous allons vérifier. Cherchez partout, je vous en prie. Brad Thompson se servait de tout le monde. C'était sa façon de vivre. C'est peut-être ce qui a causé sa mort. Désolé de vous interrompre. Chris Hobson a fait ses valises il y a 2 heures. J'ai vérifié ce qu'il m'a dit au sujet de ce bar où il bossait à Chicago.
J'ai eu un gars du syndicat. Ils n'ont aucun dossier au nom d'Hobson et il n'y a pas de bar s'appelant chez Danise. Croyez-vous que ce soit lui le meurtrier? Je crois qu'il en sait plus que ce qu'il nous a dit. Beaucoup plus. J'ai pourtant l'impression que Brock avait dit à tout le monde de rester ici. À lui aussi. Lâchez ça! Rebecca, ouvrez! J'ai déjà dit à l'inspecteur Brock que j'ignorais si c'était un homme ou une femme. Toujours est-il que le manuscrit a disparu. Il y a eu beaucoup de risques à entrer par effraction alors que vous étiez là. Mais c'était la seule solution. Je passe mes journées ici depuis que Brad est mort. Savez-vous si dans le manuscrit il y avait Quelque chose de compromettant pour quelqu'un. C'est peut-être pour cela qu'on l'a tué. Alors le tueur risque d'avoir une mauvaise surprise. Comment ça? Eh bien, hier, après votre départ, je suis restée ici et j'ai lu le manuscrit de Brad. Bon, ça ne m'a pris qu'une toute petite heure parce qu'il n'a écrit que 2 chapitres sur son enfance. Voilà. Il avoue qu'il était incapable d'écrire de sa propre main. Même pas au sujet de sa vie ridicule. Dites-moi, qui savait que Brad écrivait son autobiographie? À part moi, personne n'était au courant. Mais il a donné une interview au magazine Detective Digest dans laquelle il le dit. Est-ce que vous avez ce magazine? Non. Mais le numéro doit sortir aujourd'hui ou demain. Il a également parlé du livre que nous devions co-signer. Je ne sais plus du tout ce que je dois faire. Écoutez, Ken et moi sommes en désaccord avec l'éthique de crime passionnel, mais il est très bien écrit. Et cela, c'est vous. À votre place, je ne me ferai aucun souci pour l'avenir, jeune fille. Et il sera encore meilleur, cet avenir, si vous vous reposiez. Merci, maître Mason. C'est ma tournée. Bonne idée. Un soda sans glace. Ça marche. Ken, il faut que nous retrouvions Hobson. C'est lui qui nous aurait assommés? C'est lui qui a la clé de cette affaire et je parle d'une vraie clé.
pensez que celui qui a mis le poison chez Martha possédait une clé de sa chambre? Et de la chambre de Rebecca aussi. Le chef du personnel m'a dit que quand Hobson a commencé ici, il n'y avait pas de place en salle et qu'il l'avait mis au service d'étage une huitaine. Donc, il devait avoir un pass. J'ai aussi appris qu'il s'était porté volontaire pour servir à la réception. Trouve-le et ramène-le. À Saint-Louis, il était supporter de l'équipe et il allait souvent au match. Hobson, ce n'est probablement pas son vrai nom. J'ai demandé des doubles des photos à Jason Tweed, il doit sûrement être dessus. Je vais devoir encore faire tous les bars. Saint-Louis. Ce nom me dit quelque chose. C'est une des villes les plus connues du Middle West. Ouais, je suis idiot. Je serai là-bas dès demain. Non, ce soir. Tu prends un sac et tu y vas ce soir. Bien sûr que je me suis fait avoir. Pourquoi est-ce que je serais différent des autres? Vous étiez de vieux amis. Vous avez été Marines en Corée, je crois. Oui. Oui, en sortant, je me suis engagé dans la police et Brad s'est mis à écrire. Et puis, quand ça a bien marché pour lui, je me suis dit, si lui a réussi, pourquoi pas moi? Vous savez ce que c'est. Le temps de me décider, et puis un jour, j'ai démissionné et je me suis lancé. Et vous êtes allé voir votre vieil ami pour lui demander conseil. Oui. Je lui ai parlé de mes actions sur le terrain, ça l'a intéressé. Il a dit que nous devions collaborer pour le premier livre, histoire, disons, de m'apprendre le métier. En réalité, j'ai écrit le bouquin tout seul. Et ensuite, Brad l'a envoyé à son éditeur qui l'a accepté. Et le bouquin est sorti sous son nom. Meurtre du missionnaire. Oui. Et pas un seul mot pour Max Malgros. Même pas dans les remerciements. Tout s'est terminé en bagarre et pas une petite. Je vous jure qu'il s'en est souvenu longtemps de ce point-là. Vous deviez lui en vouloir énormément. Et c'est toujours le cas? Oh, allons. Si j'avais voulu tuer Brad, c'est pas l'envie qui me manquait, croyez-moi. Je lui aurais tiré dessus, peut-être même passé à tabac, mais le poison... Non. Ça, c'est pas mon style. Max, où étiez-vous hier soir aux environs de 11 heures? Pourquoi, hein? C'est l'heure à laquelle quelqu'un a pénétré dans la chambre de Rebecca Austin. J'étais tout seul dans ma chambre, en compagnie d'une bonne bouteille. Malheureusement, c'est tout. Alors, on fouine, Mason? Je pensais bien que vous viendriez me voir. Vous étiez un protégé de Brad Thompson. C'est ce qui se disait à l'époque. Dites-moi un peu plus. Oh. Qu'y a-t-il à dire? Quand j'ai fini mon service, j'ai écrit un bouquin sur le Vietnam. Les héros sans médaille. Vous l'avez lu? Désolé. Pas étonnant. Il est sorti à 200 exemplaires. Quoi qu'il en soit, mon éditeur m'a dit que peut-être le Vietnam n'était plus commercial à l'époque et que je devais chercher une autre source d'inspiration.
Telles que les histoires policières avec un vétéran du Vietnam comme héros. C'est lui qui m'a présenté Brad. Il disait que Brad était très gentil avec les jeunes auteurs et d'excellents conseils. J'ai parlé avec lui de mes idées. Il paraissait les apprécier. Je lui ai envoyé un chapitre qu'il me réexpédiait avec ses annotations. Et puis, cela m'a pris 1 an pour le finir. Et au bout d'1 an, ma femme et moi étions complètement fauchés. Et lorsque Brad a lu le manuscrit terminé, il m'a offert 10 000 $ en échange des droits d'auteur. Vous avez refusé cet argent? Je lui ai dit de prendre son oseille et de se le carrer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, je me suis trouvé une nouvelle maison d'édition. Et le reste n'est que bagatelle. On dit que le génie de Thompson était dû au fait que chacun de ses livres avait un style différent. Mais le génie n'a rien à voir là-dedans, c'était un imposteur. Oui, peut-être. Mais une chose est sûre, c'est grâce à lui que j'ai appris mon métier. Comment avez-vous su que lorsque vous passiez des heures à votre bureau, Bradley Thompson avait une aventure avec votre femme? Vous êtes le meilleur à ce qu'on dit. Vous n'avez pas usurpé votre réputation. Quel rapport avec votre dossier? Je vais vous dire. Ça peut être considéré comme un mobile pour ce meurtre. C'est de l'histoire ancienne, Mason. Ma femme et moi avons divorcé il y a plus de 2 ans. Et vous me connaissez mal. Tuer les gens, c'est pas mon truc. Que faisiez-vous hier à 11 h du soir? Vous croyez que c'est moi qui ai assommé cette fille? Eh bien, non. Et je n'ai empoisonné personne. Ce que je faisais à 11 h, eh bien, j'étais chez moi et je regardais le journal télévisé. Tout seul? Oui. Merci de ces renseignements, Monsieur Garcia. Oh, j'allais oublier. En parlant de poison, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps, j'ai obtenu un diplôme de chimie quand j'étais jeune. Oui, je sais. Regardez qui est là, maître Mason. Vous avez passé le pauvre Mike à tabac, ça n'est pas très gentil. J'espère que vous ne l'avez pas mis de mauvaise humeur pour notre pique-nique. Tu vois, quand je te dis qu'il ne lâche pas prise, j'ai raison. Dites-moi ce que vous faisiez à 11 h hier soir. Michael ne vous a rien dit? Seulement qu'il était chez lui seul et qu'il regardait la télévision. Oh, comme c'est galant. Je savais que je réussirais à en faire un gentleman. Alors, on y va, oui ou non? Je te laisse le volant. C'est gentil. Je peux vous aider? Oui, espérons. Vous êtes le 19e bar que je fais. Je cherche ce monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes sûr? Puisque je vous le dis. Réfléchissez, c'est un témoin important dans une affaire de meurtre. Et maintenant, vous allez me faire le plaisir de me dire tout ce que vous savez sur lui ou je vous fais accuser d'entrave à la justice, on est bien d'accord? Ils ont tous une raison de haïr Thompson et tous l'occasion d'empoisonner son verre. Mais pas tous un mobile suffisant. Il les a quand même volés.
Pourquoi aurait-il attendu aussi longtemps? Non, mais je parie que cela a un rapport avec son autobiographie. Ce qui me rappelle qu'il faut acheter le dernier numéro de Detective Digest. Allô? Tiens, voilà un revenant. Je suis dans un bar qui s'appelle chez Moby. Hobson a travaillé ici et c'est là que je l'ai retrouvé. Et l'ennui, c'est qu'il a filé, mais j'ai quelque chose. Et l'adresse où travaille sa sœur avec qui il est très lié. Très bien. Il y a autre chose. Son vrai nom n'est pas Hobson, c'est Fulmer. Chris Fulmer. Ben oui, bien sûr. Le fils d'Anthony Fulmer, c'est ça. C'est pour ça que Saint-Louis me disait quelque chose. C'est là-bas qu'habitait Fulmer. Et il avait 2 enfants. Je me suis dit la même chose. L'affaire Blaisdell. Nous avons trouvé notre mobile. Chris a dû rendre Brad Thompson directement responsable du suicide de son père. Ken, l'audience commence demain, il faut que tu le retrouves. On va essayer. Et voilà, ça fait $2. Est-ce que cette table est libre? Oui. Vous prendrez un menu? Non, merci, Judy. Nous nous connaissons. Vous avez ce... Un café, des toasts, merci. Attendez, Judy Fulmer, c'est ça? c'est pas écrit Fulmer. Et c'est vrai, mais je suis un copain de votre frère, Chris. Je suis arrivé hier et depuis j'essaye de le contacter, mais j'ai pas encore réussi. Quelqu'un m'a dit que vous étiez ici et que vous saviez où il est. Ah oui? Quel est votre nom? Ken Malansky. Chris ne m'a jamais parlé de vous. En fait, je ne l'ai pas vu depuis des semaines. Écoutez, Judy, Chris a des problèmes. Je suis là pour l'aider. Lâchez-moi. Il est témoin dans une affaire de meurtre. Il faut que je le voie. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense le contraire. Et vous savez où il est. Je vous ai déjà dit que je ne l'avais pas vu. Vous croyez peut-être le protéger, mais vous vous trompez. Si Chris n'a rien à se reprocher, le mieux qu'il ait à faire est de réapparaître. Vous croyez que c'est lui le meurtrier? Non. J'ai déjà parlé avec lui. Et je ne crois pas que ce soit son genre. Alors allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Écoutez, je suis l'assistant de l'avocat qui défend la personne accusée du meurtre. Et Chris doit témoigner, c'est important. Judy, je ne quitterai pas la ville sans lui avoir parlé. Excusez-moi, où est passée ma serveuse? Mais qu'est-ce que je fais des toasts? Ceci est le sachet en plastique que j'ai trouvé dans la chambre de l'accusé. Inspecteur, ce sac à main, pièce à conviction numéro 8 du ministère public, pouvez-vous l'identifier? Oui, il appartient à l'accusé. Ce sac ainsi que son contenu ont été saisis par moi en même temps que le sachet en plastique précédemment cité. Et vous avez remis ces pièces au sergent Chang, chef du laboratoire de la police? Oui, c'est exact. Et suite à l'examen de ces pièces, vous avez eu une conversation avec lui? Ah oui, c'est exact. Maintenant, je vais vous poser une question pour déterminer les causes du décès. Que vous a-t-il dit? Il a dit que la poudre contenue dans le plastique et les résidus dans le sac étaient les mêmes. Et que c'était le poison qui a été reconnu comme étant la cause du décès de la victime. Je vois. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai lu ses droits à l'accusé et l'ai mis en état d'arrestation pour le meurtre de Bradley Thompson. Je vous remercie. Maître Mason, c'est à vous. Pardon. Huissier, veuillez laisser ce sachet près de l'inspecteur Brock.
Merci. Inspecteur Brock, pouvez-vous nous préciser l'endroit où vous avez trouvé ce sachet dans la chambre? Il y avait un bureau à droite en entrant dans la chambre. J'ai trouvé le sachet dans le second tiroir sous des sous-vêtements. Que vous avez trouvé le sachet en plastique sous ces sous-vêtements. Aucune empreinte appartenant à Madame Robertson n'a été relevée sur ce sachet. Aucune. À présent, vous avez saisi le sac à main de Madame Robertson, inspecteur, quand? Le lendemain du décès de Monsieur Thompson. En d'autres termes, plus de 12 heures après que le poison ait été administré à Monsieur Thompson. Je suppose que oui. Madame Robertson, puis-je vous demander d'aller chercher votre sac sur la table de la défense? Objection, votre honneur. L'accusé n'a pas prêté serment. L'accusé ne va pas témoigner, votre honneur. Objection rejetée. Madame Robertson, voulez-vous donner ce sac à l'inspecteur Brock? À présent, inspecteur, ce sac est-il vide? Il est bien vide, maître Mason. Ce sac, pièce à conviction numéro 8, a été identifié comme étant à Madame Robertson. Est-ce exact? C'est exact. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas quitté de vue une seconde. Cela n'aurait pas changé grand-chose, en fait. Qu'entendez-vous par là? Madame Robertson, approchez-vous de moi avec votre sac. Maintenant, voudriez-vous le porter comme vous le faites d'habitude? Merci beaucoup. À présent, allez le remettre là où vous l'avez pris. Ce que j'entends par là, inspecteur, c'est que ce sac ne ferme pas bien et que n'importe qui a pu y mettre quelque chose, alors même qu'elle l'avait contre elle. Madame Robertson, je vous demanderai de me rendre mon stylo. Il est dans votre sac. Merci. Objection, votre honneur. Nous sommes dans un palais de justice, je crois, et non pas dans un cirque. Démonstration visuelle, votre honneur. Objection rejetée, mais essayez de ne plus jouer les histrions, c'est d'accord. Histrion, votre honneur, c'est d'accord. Je n'ai plus aucune démonstration ni question. Très bien. Étant donné l'heure, la séance est suspendue jusqu'à 13h30. J'ai parlé avec Della ce matin. Le dossier de Michael Garcia devrait arriver avant la fin de l'après-midi. Elle m'a également demandé d'appeler l'inspecteur Resnick au service de police de San Francisco. Il paraît qu'il aurait connu Max Mulgrew avant qu'il ne démissionne. Toutes les informations sont dans cette chemise. Merci, excellent. Y a-t-il autre chose? Non, il nous reste à espérer que M. Malansky ait de la chance à Saint-Louis. Je crois qu'à ce stade des choses, nous espérons tous. Il ne faut pas qu'on te voie ici. Sinon, ce Malansky, il t'arrêtera avant que tu t'en aperçoives. Chris! Cours!
Et Chris, ne craignez rien. Je veux juste vous parler. Non! Où en est-il? Monsieur Fulmer est commotionné. Il est aspiré. Il est quoi? Il a avalé beaucoup d'eau. Est-ce que je peux lui parler? C'est important. Les médicaments que nous lui avons donnés ont fait plus d'effet que nous le pensions. Vous ne pouvez pas le voir avant au moins 1 heure. Très bien. Je vais attendre. Entendu. Monsieur Garcia, savez-vous que Bradley Thompson travaillait sur son autobiographie? Oui. Avez-vous eu l'occasion de lire l'interview du détective Digest dans laquelle il dit, je cite, « Soyez sûr que certains de mes amis vont se sentir mal dans leur peau quand ils liront les vérités qui seront étalées au grand jour dans ce livre. » Oh oui. Bradley avait un sens de la publicité incroyable. Cela ne m'inquiétait pas. Je n'ai rien à cacher. Est-il exact qu'une partie de votre succès est due au fait que vous êtes l'un des premiers auteurs latino-américains à avoir créé un détective populaire d'origine latino-américaine? Oui, vous avez raison. Est-il exact que Bradley Thompson était un des rares à connaître votre vrai nom, Michael Garfield? Que vous n'avez pas une goutte de sang latin dans vos veines? N'aviez-vous pas peur que Thompson, en révélant ce fait au monde, ne détruise votre popularité? Cette popularité, aujourd'hui, je pense que mes bouquins l'ont acquise et qu'ils la garderont. Et si vous lisez le prochain numéro de Detective Digest, vous y verrez un bel article sur moi dans lequel je confesse cette petite déception. Petite déception. J'ai déjà lu une partie de votre interview. Et je suis impatient de lire le reste de l'article. Plus de questions. Maître Larousseau? Aucune question, votre honneur. Dans ce cas, l'audience est suspendue jusqu'à demain matin. On se revoit plus tard. Monsieur Mulgrew, puis-je vous voir? Max, autant vous prévenir. Si je constate que vous me mentez, je vous fais témoigner ce qui risque d'être fort gênant pour vous. J'ai appris que vous n'avez pas démissionné de la police, mais que vous avez été mis à la porte à la suite d'une grosse bavure, durant laquelle votre coéquipier a été tué. Très bien. Cette histoire ne date pas d'hier, mais je crois que je n'ai pas le choix, en fait. J'ai ma réputation. Que ça se sache ou non, ça ne dépend que de vous. Mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Pour l'écriture, je suis un gars foutu. Je ne peux plus écrire une ligne depuis des années. C'est probablement dû à l'alcool. Mais une chose est sûre, tout ce qui me reste, c'est quelques conférences et des pubs pour des bières. Et je n'aurai plus rien si cette histoire ressort. À ce propos, dites-moi, ça y est dans son autobiographie? Max, en réalité, il n'y a aucune autobiographie. Que Dieu soit loué. Si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le. J'ai appris que Rita Sue a eu une autre identité. Que savez-vous à ce sujet?
C'est vrai. Brad m'en avait parlé avant que nous ayons cette bagarre. Lui et Rita venaient à peine de se séparer. Il racontait un tas de trucs sur son pays et sur elle aussi. Je vous remercie. Je ne témoigne pas, alors? J'espère pour Martha que je prends la bonne décision. Vous me sauvez la vie, maître. Non, Max. Vous sauvez votre vie. Monsieur Malinsky? Je suis allé voir Monsieur Filmer il y a une demi-heure environ. Il y a une demi-heure? Et vous étiez plongé dans votre magazine. Je vous remercie. Chris? C'est pas vrai. Ce n'est pas la peine, ça fait 20 minutes qu'il est parti. Où est-il allé? Vous rigolez. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas que votre frère soit le meurtrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il n'a tué personne. Vous en êtes sûr? Que voulez-vous dire? Que votre mère... Qu'on a tué votre mère. Et votre père s'est suicidé parce que tout le monde a cru ce qu'avait écrit Brad Thompson. Ce qui a fait disjoncter Chris, qui a fait une fixation sur Thompson, le rendant responsable de la mort de votre père. Mais c'est lui le responsable, tout comme s'il avait appuyé sur la gâchette. Chris s'est dit la même chose, c'est ça? Bien sûr, mais ça ne signifie pas que ce soit lui le meurtrier. C'est possible. Mais admettez que ça sent mauvais. Chris se retrouve dans le même hôtel que Brad. Et Brad est empoisonné par un verre qui lui a été servi par Chris. Nous avons déjà parlé de tout ça. Et il jure qu'il n'a rien fait. Je crois qu'il sait qui l'a fait. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Si Chris ne vient pas, s'il refuse de témoigner, le meurtrier de Thompson repartira libre. Il y aura un avis de recherche lancé contre votre frère. Il passera le reste de sa vie à fuir en se retournant tous les 2 mètres, paniqué à chaque fois qu'un policier sera sur son chemin. C'est ce que vous souhaitez pour lui? C'est ça? Judy, c'est pour son bien et pour le vôtre. Essayez de lui parler. Je suis à l'hôtel Commodore. Je crois aussi qu'il est innocent. Mais s'il ne revient pas ici, nous ne prouverons jamais qui a tué. Je sais, je suis navré de l'avoir perdu, j'ai été stupide. Que comptes-tu faire? Retourner à l'hôtel et espérer que sa sœur ait été convaincue, et qu'il le sera aussi. Je ne suis pas très optimiste. Ken, rappelle-moi. Très bien. Oh, Madame Street, les photos, chose promise, chose due. Les photos? Les doubles que Monsieur Malinsky m'avait demandé de faire pour Maître Mason. Oh, merci, Monsieur Tweed. Oh, le plus inimaginable est en train de se produire. Vous vous souvenez des inquiétudes que j'avais à propos de la conférence de l'année prochaine? Je pensais ne pas pouvoir la tenir à cause du scandale de cette année, à cause du meurtre. Eh bien, notre bureau est débordé. Enfin, je veux dire débordé de demandes de participation. Je suppose que ce doit être de la curiosité morbide, mais nous allons être obligés de refuser du monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Oh, mon Dieu! Qu'y a-t-il? Croyez-vous qu'il y ait des personnes qui pensent que nous avons monté cette comédie pour nous faire de la publicité à bon compte? Oh, Seigneur, mais quelle horreur! Il faut absolument que je passe un démenti dans la presse. Quel est le numéro déjà? Oh, j'ai des absences. Ça y est, c'est ici. Quoi donc? De là, j'ai trouvé la preuve que je cherchais. Je l'ai là, sous les yeux. Tu as trouvé l'assassin? J'aurais dû le comprendre au moment où j'ai su qu'Hobson était en réalité Fulmer. Perry, c'est merveilleux, mais... Peut-être. Peut-être pas. J'ai la preuve, c'est très bien. Mais sans le témoignage de Fulmer, cela ne nous servira absolument à rien.
Perry, voici Chris Fulmer et sa sœur Judy. Maître Mason. Soyez les bienvenus. Enchanté. Je vous remercie tous les deux d'être là. Merci beaucoup. Il faut remercier M. Malansky. Il a réussi à me convaincre et j'ai réussi à convaincre Chris. Et Ken, voici les photos prises par Tweed à la réception. Examine-les très attentivement. Chris, je vais devoir vous poser des questions très délicates. Je m'en doute. Qui risquent de vous créer des problèmes. Je sais. Alors, on y va. Oui. Mon père était Anthony Fulmer. Le même Anthony Fulmer qui s'est suicidé il y a 4 mois environ. Oui. Voulez-vous dire à la Cour pourquoi il a commis cet acte? Objection, Votre Honneur. Cette question est sans rapport et appelle des conjectures. Votre Honneur, je crois que vous trouverez le témoignage de ce témoin révélateur. Et vous verrez qu'il n'y a aucune conjecture. Objection rejetée. Répondez, monsieur Fulmer. Mon père avait laissé une lettre. Lettre dans laquelle il écrivait qu'il ne supportait plus que l'on croie qu'il ait tué ma mère. Pourquoi êtes-vous venu au Bike Lodge il y a 1 mois et y avez-vous pris un emploi sous une fausse identité? Parce que j'avais lu que Bradley Thompson allait participer à une conférence. C'est son livre qui avait fait croire à tout le monde que mon père avait tué ma mère. En venant ici, qu'aviez-vous l'intention de faire? Je voulais le tuer. Et avez-vous tué Bradley Thompson? Non. Mais vous vous êtes porté volontaire pour tenir le bar d'une réception à laquelle devait assister Bradley Thompson, c'est vrai? Oui. Vous deviez donc avoir un plan. Non. Je n'avais aucun plan. Je croyais qu'une fois en face de lui, je ferais ce pourquoi j'étais venu. En réalité, j'ai craqué, je n'ai pas eu la force. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Après le meurtre et le début de l'enquête, j'ai eu peur que la police ne découvre mon vrai nom. Et j'ai été soupçonné. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que je ne l'ai pas tué. Et aussi parce que c'était le meilleur moyen de me disculper. Monsieur Fulmer, connaissez-vous toutes les personnes présentes au cocktail lorsque Monsieur Thompson a été empoisonné? Oui, je m'en souviens. Vous souvenez-vous de ceux que l'accusée, Madame Robertson, a bu ce soir-là, au cocktail? Oui, un gin tonic. Et Monsieur Malansky? Une bière. Della Street? Un verre d'eau. Rebecca Austin? Un verre de vin. Monsieur Tweed, un grasshopper. Rita Sue Bliss? Elle a pris du martini. Monsieur Garcia, une vodka tonique. Monsieur Mulgrew, des whisky. Des doubles. Brad Thompson, des margaritas. Plusieurs margaritas. Vous avez une excellente mémoire. Ah, c'est important dans le métier que je fais. Je n'ai plus de questions, mais je me réserve le droit de rappeler ce témoin. Maître Laroseau? Aucune question, Votre Honneur. Le témoin peut rejoindre sa place. J'appelle Rita Sue Bliss. Tu as droit au but, Madame Bliss. Y a-t-il quelque chose que Bradley Thompson aurait pu écrire dans son autobiographie qui pourrait porter préjudice à votre personnalité? Je ne crois pas, si ce n'est des détails intimes de la relation que j'ai eue avec Brad qui auraient rehaussé ma réputation. Merci, Madame Bliss, je n'ai plus de questions. Mais je me réserve le droit de rappeler le témoin. Aucune question. Le témoin peut disposer. La défense appelle Monsieur Kenneth Malansky. Oui, je suis resté au cocktail de 18h30 à 19h45. Et avez-vous remarqué quelque chose d'étrange pendant que vous étiez là?
Oui, mais ça ne m'avait pas marqué jusqu'à ce que ma mémoire se soit rafraîchie à la vue des photos prises durant la réception. Huissier, Monsieur Malansky, dites à la cour ce que vous avez remarqué. Au début de la réception, Rita Soublis buvait un martini. Et plus tard, alors qu'elle discutait avec Brad Thompson, je l'ai vue tenant un margarita. Et non un martini. Monsieur Malansky, l'huissier va vous tendre une photographie dont je demande l'inscription sous la lettre G pour identification. Décrivez-nous ce qu'elle représente. C'est une des photos prises à la réception, montrant Rita Soublis tenant un margarita. Je demande que cette photo soit admise comme pièce à conviction. Objection. Cette photo ne prouve rien. Je suis désolé. Monsieur Malansky, est-ce que cette photographie retrace fidèlement une scène du cocktail alors que vous y étiez encore? Tout à fait. Objection rejetée. Cette photo est admise. Puis-je la voir, je vous prie? Votre honneur, cette photo montre clairement Rita Soublis tenant un verre contenant bien un margarita et non un martini. Je n'ai plus de questions. Pas de questions, votre honneur. Le témoin peut se retirer. La défense appelle. La défense rappelle Chris Fulmer. Je rappellerai au témoin qu'il est toujours sous serment. Maître Mason. Monsieur Fulmer, pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous aviez préparé un margarita pour Rita Soublis? Je n'en sais rien, j'ai sans doute oublié. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire. Arrêtez-moi si je commets une erreur. On est d'accord? Oui. Un jeune homme désire venger la mort de son père. Il arrive au Pike Lodge le jour du meurtre. Mais avant le cocktail, il est reconnu par quelqu'un qui a fait de nombreuses recherches concernant l'affaire Blaisdell. Quelqu'un qui a assisté au procès et qui a interrogé toutes les personnes concernées. Quelqu'un qui a même interrogé ce jeune homme. Quelqu'un qui s'appelle Rita Soublis. Je n'ai pas encore commis d'erreur. Non. Parlez plus fort. Non. Rita se doute de la raison de votre présence. Et elle vous dit qu'elle aussi souhaite la mort de Bradley Thompson. Oui ou non? Oui. On ne vous entend pas? Oui. C'est elle qui a l'idée de vous faire tenir le bar à la réception. Elle s'est procuré le poison que Brad Thompson va ingurgiter avec le cocktail que vous êtes censé lui servir. Dites-nous ce qui s'est passé. Vous êtes encore jeune, monsieur Fulmer. Vous avez eu votre part de chagrin, essayez de ne pas en rajouter. Elle avait le poison. Je l'ai mélangé à son cocktail. Oui, et ensuite? Je n'ai pas pu le lui donner. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je me suis retrouvé là, debout, le verre à la main. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es sur le point de tuer un homme, de commettre un meurtre? Et je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu. C'est alors que Rita Soublis a dû réaliser que je n'allais pas le donner à Monsieur Thompson. Elle vous a pris le verre des mains et elle est allée le mettre à la place de l'autre. Vous avez dû voir que Madame Robertson l'avait rattrapé lorsqu'elle avait failli le renverser. Votre honneur, si vous reprenez la pièce à conviction G, une fois de plus, vous constaterez que Madame Bliss tient le verre entouré d'une serviette en papier, ce qui explique que l'on n'ait pas retrouvé ses empreintes.
Et maintenant, monsieur Fulmer, vous avez donné à madame Bliss votre clé de passe de l'hôtel. Pourquoi? Écoutez, elle nous avait menacés, ma sœur et moi. Elle a dit que j'étais déjà dans le pétrin jusqu'au cou, et qu'au besoin, elle ferait le nécessaire. Qu'entendait-elle par nécessaire? Vous éliminer? Oui. Merci, monsieur Fulmer. Je n'ai plus de questions. Pas de questions, votre honneur. Je rappelle Rita Sue Bliss. Madame Bliss, lors de votre premier témoignage, vous avez parlé de vos relations avec la victime. À présent, je voudrais que vous nous parliez de vos relations avec les autorités de l'État d'Alabama. Et afin de vous aider dans vos souvenirs, j'ai apporté la première page du 3 mai 1974 de l'édition du Glassville Alabama Times. Vous êtes bien allé à Glassville, n'est-ce pas, Madame Bliss? Je n'en ai absolument aucun souvenir. Il y a un article qui parle d'un jeune couple qui a cambriolé un drugstore, assassiné au passage le vieux gérant, et qui par la suite a traversé la frontière de l'État. L'homme a été identifié comme étant Bobby Lee Gilman, et la jeune femme comme étant Rita Sue Grubb, excusez-moi, Charlene Grubb. Gilman a été arrêté. Charlene Grubb court toujours. Huissier, voudriez-vous avoir l'amabilité de donner ce journal à Madame Bliss? Rita Sue Bliss et Charlene Grubb ne font qu'une seule et même personne. C'est-à-dire, vous. Charlene Grubb a tué un homme en Alabama. Rita Sue Bliss a tué Brad Thompson ici, en rejetant la responsabilité du meurtre sur quelqu'un d'autre. Rita Sue Bliss, c'est vous qui avez pris le pass de Chris Fulmer. C'est vous qui avez placé les fausses preuves dans la chambre de Martha, ainsi que dans son sac à main. Vous vous êtes servi du même passe pour fouiller la chambre de Bradley Thompson et par la suite pour entrer dans la chambre de Rebecca Austin pour voler le manuscrit parce que vous aviez peur qu'il soit révélé votre véritable identité. Vous aviez peur que ce manuscrit vous réexpédie en Alabama pour répondre du premier meurtre. Rita Sue Bliss, en tant qu'auteur, vous savez manier les mots. J'aurais souhaité que vous décriviez votre visage lorsque vous avez enfin lu l'autobiographie de Brad Thompson et réalisé que vous aviez tué ce monsieur sans aucune raison. C'est vous qui dites qu'il n'y en a aucune. Il y a des tas de raisons. Des centaines de raisons. J'ai désiré cet instant une bonne centaine de fois. Et tous les autres, oui, vous, tous ceux qui savaient de quoi je parle. Qu'est-ce que vous attendiez pour le faire à ma place? Vous attendiez après moi, sans doute. Vous êtes content. C'est fait maintenant. C'est fait. Oui. C'est fait. Votre honneur, je demande que les charges portées contre ma cliente soient annulées. Des objections? Aucune objection, votre honneur. En conséquence, j'ordonne que M. Fulmer et Mme Bliss soient mis à la disposition de la justice. S'il plaît, votre honneur, j'aimerais rester 5 minutes avec M. Fulmer. Bien entendu. Gardien, attendez. L'audience est levée.
couloir. Ken, Madame Joyce attend dehors et je m'occuperai de ça. Chris, Judy, voici Madame Mitchell Joyce. Elle veut vous dire quelques mots. Monsieur Fulmer, Mademoiselle Fulmer, mon mari Mitchell était l'associé de Monsieur Blaisdell. Il y a 3 ans, il a découvert que Jack l'avait volé de plusieurs millions de dollars. Et, fou de rage, il est allé chez Jack. Il l'a vu, en compagnie de votre mère. Mon époux leur a tiré une balle dans la tête. Je l'ai supplié de se rendre à la police, mais il a refusé. Lorsque, grâce à Maître Mason, Angela Blaisdell a été acquittée, j'ai eu beau essayer, il n'a jamais voulu. Mais mon mari est mort il y a 15 jours. Et je me rends à la police pour tout leur dire. Je sais tout ce que mon silence vous a coûté. Et je ne peux qu'espérer que vous trouviez en vous de quoi me pardonner. Chris, vous avez fait preuve de courage en l'emmenant ici. Et je tiens à ce que vous sachiez que Ken et moi sommes prêts à assurer votre défense, quelles que soient les charges retenues contre vous. Mais Chris n'a pas tué réellement, c'est Rita qui a tué. C'est exact. Elle aurait tué de toute façon Brad Thompson, que votre frère soit présent ou non. Mais Chris aurait dû l'en empêcher. Il aurait dû intervenir. Ne le blâme pas. Il a raison. Je savais en venant témoigner que ça se terminerait ainsi, mais c'était la seule solution. Maître Mason. Monsieur Fulmer.